Bonjour à toutes et à tous de l'IEPS. Je suis ravi d'être parmi vous, même si à distance. Je suis actuellement à Lusaka, en Zambie. Donc, on m'a demandé de faire une petite exploration de la protection sociale dans les contextes du changement climatique, en particulier dans les pays en voie de développement. Donc, on va aborder cette question d'abord par sa problématique. Donc, on voit bien ici, j'ai mis en perspective ces deux cartes. À gauche, on voit les risques liés au changement climatique, en rouge les plus importants. À droite, on voit les déficits de couverture en matière de protection sociale. Vous savez que moins de la moitié de la population aujourd'hui a accès à simplement un service de protection sociale. Et on voit bien que dans les zones rouges, ce déficit est encore bien plus grand, entre 10, 15, 20, 30% maximum, en Afrique par exemple. On voit clairement sur cette mise en perspective la relation entre les zones à haut risque et les zones à faible couverture. Il y a donc une convergence objective entre l'extension de la protection sociale et les politiques climatiques. C'est le point de départ de cette réflexion. Le cadrage conceptuel, c'est la transition juste. Vous êtes familier avec ce concept, simplement pour savoir que ces transitions nécessaires, professionnelles, sectorielles, à la lutte contre le changement climatique, eh bien, il faut qu'elles se fassent dans des conditions décentes et qu'en particulier, donc, la protection sociale soit là pour l'accompagner. Les emplois verts, eh bien, c'est un concept central aussi dans cette transition. Les emplois doivent être verts, certes, favoriser la lutte contre le changement climatique et l'environnement, mais aussi être décents, ce qui signifie aussi intégrer une dimension de protection sociale. Un programme qui illustre cette tentative, disons, d'association, de création d'emplois verts au sens propre du terme, le programme zambien pour les emplois verts, qui a créé d'un côté environ 3000 emplois dans la transition énergétique. Et parmi ces 3000 emplois, eh bien, près de 1500 ont pu bénéficier de la protection sociale, soit en termes de sécurité au travail, soit en termes d'accès à la pension de retraite. C'est un chiffre qui peut sembler petit, mais il faut le mettre dans la perspective de ce grand déficit de couverture et de la grande difficulté de mettre en place ce type de programme, car les investissements verts ne tiennent pas forcément compte de la dimension sociale. La pension vieillesse, on vient d'en parler, est une branche qui est très sollicitée très utilisée en matière de transition. Un exemple simple ici, en Chine en 2010, un exemple connu, une sécheresse suivie d'une inondation qui enclenche des réformes de politique environnementale. Donc, interdiction de l'exploitation forestière. On a là près d'1 million de personnes qui sont sans emploi. Donc, le gouvernement chinois a mis en place un programme d'appui et de protection sociale avec aussi des programmes de réinsertion professionnelle. Mais les travailleurs âgés ont pu bénéficier d'une retraite anticipée. La retraite anticipée est un mécanisme fréquent dans la transition écologique. Les fonds d'assurance, et en particulier la pension, pour rester sur le thème de la pension, eh bien, les fonds de pension sont eux aussi des leviers très importants pour favoriser la transition écologique, pas seulement dans les pays, disons, les plus favorisés, mais en Afrique ou en Amérique latine également. Il y a pas mal d'exemples de fonds de pension qui investissent de plus en plus dans l'économie verte. On pense par exemple à l'Afrique de l'Est en particulier, avec le Kenya, le Malawi, le Nigeria, la Tanzanie, mais aussi dans d'autres continents, Chili, Brésil, Paraguay. Ce sont des fonds qui contribuent au défi de Bonn, donc qui est un défi de reforestation. Il y a d'autres exemples que je ne citerai pas maintenant. Un autre dispositif, mécanisme important pour la transition écologique, la coordination du système de protection sociale. Pourquoi? Parce que en créant au niveau le plus décentralisé possible des mécanismes de cartographie des services de protection sociale disponibles et d'enregistrement le plus près possible du bénéficiaire, on parle ici bien de l'approche du guichet unique, single window, eh bien, il est possible d'intégrer au niveau du bénéficiaire et des communautés locales des services
par exemple, liés à l'adaptation au changement climatique, des projets agroécologiques, des formations. Donc, ce dispositif commence à montrer son potentiel, non seulement pour renforcer des systèmes de protection sociale, comme en Zambie par exemple, mais aussi pour favoriser la transition. En termes de préparation et de réponse au choc, qui est une dimension importante de la protection sociale dans ces contextes, on pense à plusieurs dispositifs. L'un d'entre eux, l'assurance paramétrique, qui permet, à l'aide d'un indicateur, d'anticiper, c'est un mécanisme de préparation et donc de réponse à des urgences. Quand le thermomètre atteint une certaine température, automatiquement, un transfert monétaire se fait vers des bénéficiaires situés en zone rurale vulnérable. Par exemple, le programme de protection sociale contre la faim au Kenya, Hunger and Safety Net Program. Parlant de l'adaptation au choc, on peut également penser à la modification des branches elles-mêmes ou des politiques, des modalités. Par exemple, dans les Philippines, le programme Ponta-8, qui est un programme, encore une fois, de transfert monétaire conditionnel, voit cette conditionnalité retirée en période de crise. Donc, en anticipation et en réponse à une crise sur une période en général de 3 mois, ces conditionnalités sont levées. Mozambique, un cas de figure, la loi mozambicaine force d'une certaine façon l'aide humanitaire à passer par les systèmes nationaux, ce qui est une très bonne pratique. Et donc au Mozambique, les ressources disponibles pour les transferts monétaires généralement acheminés par l'aide humanitaire passent par le système national, avec d'une part une extension horizontale, c'est-à-dire l'enregistrement, en 2019, après Idaï, il y a eu 1 million de personnes enregistrées supplémentaires, et ensuite la capacité aussi d'augmenter les transferts, donc les top-up pendant cette période de crise. Donc là, vraiment, on a un exemple de double extension grâce à l'intégration de l'aide humanitaire dans le système national. On ne peut pas parler de ce thème sans parler de formation et de renforcement de capacité. Je cite ici simplement l'exemple de Transform, qui est une méthodologie de formation en protection sociale basée sur plusieurs piliers et plusieurs modules, disons, mais qui utilise une méthodologie, on va dire, ascendante, donc à base d'approche communautaire et de communautés de pratique, de partage d'expérience, quelque chose d'ancré dans la culture locale, et qui notamment aussi donne un module sur la réponse au choc. Dernier point, évidemment, on ne peut pas songer à augmenter la couverture de la protection sociale sans augmenter son financement. Vous avez vu à quel point le défi est important et sera plus important dans le futur. Donc il est vraiment nécessaire de penser le financement, non pas simplement comme un acte local national, il doit l'être, des ressources locales sont disponibles et doivent être utilisées, bien sûr. Donc il faut, autrement dit, augmenter les contributions, augmenter l'assurance sociale, augmenter l'espace fiscal, mais ça doit être appuyé par des démarches au niveau régional et international. Un exemple ici au niveau régional, l'African Risk Capacity, qui est un mécanisme de réassurance, notamment de l'assurance sociale, qui permet, je prends l'exemple du programme Replica, qui donc permet de doubler la contribution à une assurance contre les risques de désastre par une contribution d'organismes de la société civile internationaux, d'agences des Nations Unies, d'ONG, etc. Et donc d'augmenter, autrement dit, la capacité de réponse à un moment donné. Je prends l'exemple simplement de la sécheresse au Sénégal en 2020, qui est assurance paramétrique, donc, qui a permis de débloquer avec une double contribution, avec le STAT Network, qui est un réseau d'ONG britanniques, qui a permis de débloquer quand même 25 millions, je crois, de dollars pour atteindre environ 1 million de ménages sénégalais. Donc tout à fait significatif.
Et c'est donc voilà la perspective sur laquelle je souhaiterais conclure. L'extension, bien sûr, est possible, on le voit à travers tous ces différents exemples. Il est possible de répondre aux défis du changement climatique, mais il faut des financements, il faut des ressources, il faut que les investissements verts permettent d'intégrer la protection sociale. Il faut aussi songer à des mécanismes internationaux de solidarité. Il y a notamment bien sûr le fonds global, qui est une vieille idée, hein, qui comporte un volet de réassurance au niveau international, mais aussi d'autres initiatives plus récentes comme l'accélérateur mondial pour l'emploi et la protection sociale pour une juste transition. Voilà, j'espère que ça a pu éveiller votre intérêt, et en tout cas, si vous souhaitez en savoir plus ou voir l'étude desquelles ces exemples sont tirés, voilà mon email. Et je vous remercie et je vous souhaite une bonne poursuite du colloque. À bientôt.